Alors Jean d'Ormesson, quand je vous ai invité dans Bain de minuit, vous m'avez dit pourquoi m'invitez-vous? Oui, je vais vous dire vrai. pourquoi. Parce que vous respirez la gaieté, vous avez des yeux qui pétillent. Quelle chance. Ouais. La seule chose que je pourrais vous reprocher, c'est d'être... Vous êtes parent avec Pelletier de Saint-Fargeau, quand même, qui est un régicide. Ah oui, je suis très fier. Je ne renie rien de ma parenté. Mais justement, je voulais vous demander si vous n'aviez pas honte. Comment d'être honte de parent quoi? de quelqu'un qui a voté la mort de Louis XVI, qui a d'ailleurs été assassiné quelques jours après. Oui, il a été assassiné au Palais Royal, à peu près là où est le restaurant Véfour, maintenant, dans un restaurant qui s'appelait Février, si je me rappelle bien. Il a eu une malchance, il est tombé sur un garde du roi qui s'appelait Paris. Et le garde du roi, évidemment, l'avait rencontré plusieurs fois à Versailles, puisque il était de l'entourage de Louis XVI, et malgré ça, puisqu'il était conventionnel et qu'il était aussi un ami de Robespierre, Et vous avez il pas avait honte voté la mort du roi. Oh non, j'ai pas Descendre de honte, vous quelqu'un savez. qui a voté la mort du roi. Bon, moi, je ne pense pas que j'aurais voté la mort du roi, Ah. j'aurais surtout pas voté la mort de la reine. Mais les 20 années de règne de Louis XVI ont été l'apogée de la France, vous savez ça. Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez ce que disait mon confrère Gaxot à l'Académie. Gaxot disait, supposons que Louis XVI soit mort en 1884, en 1784 ou 1785 ou 6. Eh bien, la révolution aurait eu lieu tout de même, et tous les historiens diraient quel malheur qu'il soit mort. Si lui avait vécu, Ça se serait bien passé. la révolution n'aurait pas eu lieu ou elle se serait bien passée. Alors vous voyez, je crois que c'est tout à fait vrai. Vous ne pensez Parce pas que c'est un roi libéral, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est sous son règne que les droits de l'homme ont été proclamés. Vous ne pensez pas que vous faites partie d'une espèce en voie de disparition, c'est-à-dire des gens qui travaillent beaucoup, mais qui donnent toujours comme ça l'impression d'une certaine facilité, vous êtes toujours à l'aise, je vous ai vu arriver tout à l'heure, vous êtes à l'aise, vous vous entretenez avec tout le monde, vous êtes star dans les dîners en ville parce que vous êtes brillant, vous êtes cultivé. Vous ne pensez pas que des gens comme vous, il y en a de moins en moins? D'abord, je vais vous dire, je travaille beaucoup. Je suis sûr que vous travaillez beaucoup. Et j'ai longtemps fait croire que je ne travaillais pas beaucoup. Maintenant, c'est presque difficile de faire croire que je ne travaille pas beaucoup parce qu'on ne me voit plus beaucoup dans les dîners en ville ni dans les cocktails parce que je travaille. Et le week-end, le samedi ou le dimanche, évidemment, je travaille. Je ne sais pas si les résultats sont à la hauteur du travail, fait. mais en tout cas, je travaille. Je vous ferai un petit reproche quand même. C'est-à-dire que Louis Powell s'y fait des livres moins bien que vous, mais ses articles sont pas mal écrits. Mais comment ils sont très très bien? Très très bien ces articles. Ouais, hein. très très bien. Ils Vous sont trouvez que les bien miens ne écrits. sont pas bien écrits? Je trouve que c'est un peu moins bien que vos livres. Vous donnez autant de mal que lui pour faire vos papiers du Figaro Magazine? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai fait de mon mieux. Oui. Mais c'est vrai que j'attache plus d'importance, je pense, aux livres, Celui, oui. aux articles. Quand on lui en parle, il dit moi chaque semaine je fais une page de livre dans le Figaro Magazine. Oui, c'est vrai. Alors que vous, bon, on sent que c'est un peu plus. Vous êtes d'accord? Il doit Faut travailler un peu plus les. peut bien faire, les mais articles. doit faire un effort. Ouais. Enfin, Bien. si je peux me permettre. Vous avez raison, je tâcherai de faire mieux. Alors vous êtes super brillant, nul n'en dit ce qu'on vient, mais on se demande finalement si au-delà de votre brillance, vous avez des convictions vraiment profondes. Par exemple, vous êtes catholique. Je suis catholique. Le pape a condamné l'apartheid, vous le savez. Le pape Qu'est-ce a que vous condamné. faites contre la situation en Afrique du Sud? Je suis tout à fait contre l'apartheid. Mais qu'est-ce que vous faites contre l'apartheid? Alors, je vais vous dire, d'abord, je voyais bien que ça commençait un peu trop bien. Je me dis, ça va, là, maintenant, Non, ça va c'est devenir pas plus méchant, difficile. c'est pas méchant. Non, non, c'est pas difficile. Vous avez tout à fait raison. Alors, je dois vous dire que quand j'ai été nommé directeur du Figaro et élu directeur du Figaro, Raymond Aron a fait un petit discours en 3 points. Où il a dit d'abord, pardonnez-moi, il a dit d'abord, il est très intelligent, votez pour lui. Ouais. Deuxièmement, il est d'une ignorance encyclopédique, parce qu'Aaron, lui, savait Ouais. tout, votez pour lui. Et troisièmement, et c'est ce que vous dites, il a des convictions très fermes, mais extrêmement vagues. Ouais. C'est très commode, votez pour lui. Ouais. Et j'ai été élu. Alors, c'est vrai que je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un militant, je suis un militant pour certaines causes que je crois. Je pense que vous c'était militez difficile. plus, par exemple, pour la majorité actuelle que contre l'apartheid. Vous êtes d'accord? Je parle de vos Non, papiers. Vous ne pouvez pas me dire que vous faites des papiers pour Ah non, faire attendez, plaisir aux d'abord, lecteurs. j'ai des liens avec l'UNESCO, qui Ouais. est un endroit, les Nations Unies, qui ont condamné le plus fermement l'apartheid. Ouais. Donc, je ne suis pas suspect de défendre l'apartheid. Ensuite, je crois qu'il y a un peu d'hypocrisie dans les affaires d'apartheid. Si on veut rompre avec les régimes dont on ne partage pas les opinions, et je ne partage pas l'opinion régnant en Afrique du Sud,
mais je ne partage pas non plus celle qui règne en Russie. Oui, tout à fait. Et si on rompt avec l'Afrique du Sud, ce que je peux comprendre très bien, je me demande ce qu'on attend pour rompre avec l'Iran et pour rompre, qui nous a fait plus de mal que l'Afrique du Sud. Mais vous pouvez pas de temps en Et temps dire à pour vos rompre lecteurs avec, dans le Figaro je me suis prononcé très vivement contre Pinochet. Je ne suis pas pour Pinochet, je ne suis pas pour l'Afrique du Sud, je ne suis pas pour le régime soviétique, et bien que je vive avec eux. Et je trouve que ce qui s'est passé ces jours-ci, c'est-à-dire le refus des Polonais du référendum Jaruzelski, est quelque chose de stupéfiant, car Jaruzelski leur a dit « Est-ce que vous approuvez les réformes démocratiques? Est-ce que vous approuvez que je vous donne un peu plus de liberté ?» Et les Polonais ont répondu « Non !» C'est un peu pareil sur le racisme. Le pape a condamné le racisme. Qu'est-ce que vous faites contre le Je suis racisme? tout à fait contre le racisme. Vous faites quoi? Je fais quoi? Parce que Chateaubriand, lui, il avait la duchesse de Berry, et ils avaient du mal. Alors, il attendez, allait à Prague. je vais vous dire ce que je fais. Dans le Figaro magazine, Oui. où vous approuvez beaucoup mon ami Pauwels, ce que Tout à j'approuve fait. aussi beaucoup, eh bien je suis un des rares à m'être élevé avec autant de force contre Le Pen. Eh bien, si vous trouvez que c'est pas quelque chose Si, c'est bien, ouais. de s'élever contre Le Pen dans le Figaro magazine, eh bien Ça fait peur des lecteurs. maintenant tout le monde le fait, mais j'ai même reçu pas mal de lettres de lecteurs trouvant que j'étais dans le Figaro magazine, bien à gauche. Vous tomberiez amoureux d'une petite beurre, d'une beurrette? Moi, Oui. si elle me plaisait, Oui. sans aucun doute, Ça vous pose je vois aucun problème. Bon, il faut pas l'ombre le problème. Je crois aussi que je l'ai écrit et que j'ai écrit que si ma fille tombait amoureuse d'un noir, eh ben, je serais tout à fait enchanté qu'elle l'épouse, à condition naturellement qu'il devienne président de la République ou qu'il soit Frank Sinatra. Parce qu'il ne faut pas épouser des nullards. Mais on trouve des nullards, vous savez, hein, les blancs aussi, ils sont nullards. bien hein. sûr. Alors voilà, il faut prendre ce qu'il y a de mieux partout. Et naturellement, je ne fais pas l'ombre de différence entre un blanc, un jaune et un noir. Je fais quand même une différence entre un jaune et un blanc. Je crois que les jaunes sont plus intelligents. Pardonnez-moi d'être raciste, mais je crains que les jaunes soient plus intelligents que les blancs. Vous avez écrit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touché, parce que je pense un peu la même chose. Si un jour je me retrouve en prison, ça sera génial, parce qu'au moins je pourrais écrire des livres. Oui. À condition, naturellement, qu'on me traite bien, qu'on m'envoie, comment vous l'appelez, une beurette? Oui, une petite beurrette. Qu'on m'envoie une beurette et qu'on me traite bien, que j'ai un bon lit, que j'ai de quoi manger. Mais à la Bastille, moi, j'aurais été enchanté. 10 ans à la Bastille, je vous fais un chef-d'œuvre. Vous savez, Thierry, on me dit toujours Chantal, maquille et tais-toi. Mais moi, j'ai un scoop sur Monsieur d'Ormesson. Oui, il est fan de Baffy. Ah bon? Il adore tout ce que fait Baffy. Il trouve ça fin, subtil. Subtil, jamais grossier, non, très bien, profond même. Non, non, il adore ça, hein. Il vous le dira pas, il est trop timide, regardez-le. Pas du tout, je lui souhaite longue vie. Mais non, mais s'il se retenait pas, il ferait son Dormesson chaud. Ouais. Mais il se retient. Un nom comme ça se retient, forcément. Ah, j'aurais peut-être dû me retenir aussi, non, je crois, non? Bah, je pense. Chantal là-dessous! Celui que je vais recevoir maintenant est un trésor vivant, une espèce en voie de disparition, un homme du XVIIIe siècle, d'une culture incroyable, qui manie aussi bien la langue parlée que la langue écrite. Voici Jean d'Ormesson. Bonsoir. C'est pas du sadisme de vous avoir mis tous les deux à côté. Il est un peu plus grand que vous, mais Ouais. bon. Ça se voit moins quand on est assis. Ça se voit bien quand on est assis. Vous allez bien? Pas mal. On est très heureux Et de vous ça accueillir. va? Ouais, Vous ça n'êtes va. pas trop troublé? Non, non, Zazie tout à l'heure un petit peu quand même. On m'a... Non, on est très content de vous avoir. Surtout, tout à l'heure, on a dit beaucoup de bien de vous. On a dit que vous étiez intelligent tout le temps. Parce que nous, on disait qu'avec des moments, on était quand même un peu bêtes, quoi. Mais vous, tout le temps, vous disiez que des trucs intelligents. On va voir ça. Alors, est-ce que vous êtes dans votre phase Bardot ou dans votre phase Garbo? Alors, j'explique à nos amis téléspectateurs. Jean d'Ormesson, il y a deux positions. C'est soit il est dans sa phase Bardot, c'est-à-dire il se montre à la télévision, soit dans sa phase Garbo, c'est-à-dire il reste planqué chez lui. Là, vous êtes plutôt, en ce moment, je vous ai vu sur une autre chaîne l'autre jour, vous êtes plutôt dans votre phase Bardot, non? Limite. Limite. Ah, c'est bientôt la fin de la phase Limite, Bardot. C'est bientôt la fin. On profite de la fin de la phase Profitez-en, Bardot. c'est la fin. Vous connaissez Zazie? Bonsoir. Pierre Palmade, donc, qui est représentant de commerce chez l'Exomil. Sois fort, l'émission est bientôt finie. Sois fort. Linda Hardy, qui se range les ongles, parce qu'elle ne connaît pas l'Exomil. Et Michel Noir, qui est beaucoup plus marrant depuis qu'il a arrêté la politique. Hein.
Alors, Jean d'Ormesson, vous avez déclaré, enfin c'est pas vous qui avez déclaré, c'est Sioran, mais ça pourrait être de vous. J'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès. Ça vous très bien, ça vous caractérise très bien. Et vous avez dit en revanche, les honneurs, je les méprise, mais je ne déteste pas forcément ce que je méprise. Oui, je trouve que ces deux phrases vous définissent à la perfection. Je pense qu'une bonne façon de se débarrasser des honneurs, c'est de les avoir. Oui. On y pense moins que si on ne les a pas. Alors, vous êtes écrivain, il y a un livre qui s'appelle Le rapport Gabriel, dont on va parler tout à l'heure, voilà. Je vous montre à la caméra comment on fait à la télé. C'est bien fait. Michel Noir le fait bien aussi. C'est bien fait. Donc écrivain, le rapport Gabriel chez journaliste, mais... Si, enfin c'est pas aussi important. C'est pas aussi important. Vous faites vôtre la phrase de Gide qui disait, on va faire que des citations, parce que D'Ormesson il parle que par citation. Ouais. Le journalisme, c'est ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Oui, je crois que c'est vrai. Hein, je pense que c'est vrai. Bah oui, c'est pour ça que vous écrivez des livres. Oui. Académicien, l'académie sert à rester beau et vert, vous avez dit. Et vous faites aussi les grosses têtes d'RTL en même temps. Et alors, vous jouez dans le prochain film de Jean-Luc Godard. Eh bien oui, en principe, oui, mais il me semble que le tournage est sans cesse reporté. Ah bon? Ça devait déjà avoir lieu la semaine dernière, ça a été encore reporté. Alors peut-être qu'on ne me verra pas, finalement. Non, il faut qu'on vous voit. Jean-Luc Godard, enfin franchement, Jean d'Ormesson, faut le filmer, il faut en profiter. Très bien. Non, mais il vous a écrit, ça s'appelle L'éloge de l'amour, le film. Hein. Oui. Il vous a écrit, vous n'avez pas reconnu sa signature. Comment? J'ai reçu une lettre et j'ai mal lu sa signature, j'ai cru que c'était une dame qui m'écrivait, et je lui ai répondu « Madame ». Madame, on verra ça dans un an, si vous voulez bien. Et alors, il m'a téléphoné en me disant que c'est la première fois qu'on l'appelait Madame. Ouais. Et alors, donc, après, quand il vous a rappelé, donc, et vous avez déclaré, on ne refuse pas un film de... On ne refuse pas un film de Godard. Godard, bien sûr. Hein. Alors, on va parler un petit peu du rapport Gabriel. En 86, donc bien avant d'écrire le rapport Gabriel, vous aviez déclaré je crois qu'il y a un Dieu, mais je n'en suis pas sûr, car il ne s'est jamais donné la peine d'engager la conversation avec moi. Oui. Mais c'est à changer, maintenant c'est fait, puisque dans ce livre, Dieu, qui est en colère, convoque l'ange Gabriel, que vous appelez Gabi 007, c'est drôle, et qui lui donne une mission. C'est celle d'aller demander aux hommes de s'expliquer sur les désordres de l'histoire. Donc l'ange Gabriel va sur Terre, et poche 123, il rencontre Jean d'Ormesson, qui est en train de faire trempette dans la Méditerranée. Et il vous demande de raconter votre vie pour écrire un rapport pour Dieu, c'est ça? Voilà, Dieu est mécontent. Dieu est mécontent des hommes. Vous savez, il l'a été déjà d'autres fois. Il a été mécontent au moment du déluge. Il a bien essayé de détruire le monde avec le déluge, qui était d'ailleurs partial en faveur des poissons, comme vous savez. Il y a un racisme pro-poisson. Oui, évidemment. Et alors, il avait abandonné à ce moment-là, et maintenant, il est encore plus mécontent. Il trouve que ça va plus mal. Il trouve que... Il n'est pas content. Et alors, il veut donner une dernière chance aux hommes et il envoie Gabriel, qui est déjà descendu plusieurs fois, qui a rencontré Abraham, qui a rencontré la Vierge Marie, qui a rencontré Mahomet, et puis cette fois-là, il tombe sur moi. Voilà. Il aurait peut-être préféré tomber sur Zazie ou sur vous. Il a un culot, Jean d'Ormesson, vous êtes génial. Voilà, vous avez un culot d'enfer, quoi. L'ange Gabriel, il vient sur Terre, sur qui il tombe, d'Ormesson, bien sûr. Oui, d'enfer. Alors, il y a un truc excellent. Évidemment, je ne vais pas citer tout le bouquin, parce que ça, on n'est pas là pour ça. Simplement dire aux gens de le lire. Mais, page 356, il y a un truc très rigolo qui résume bien le bouquin, parce que c'est quand même vachement bien. Vous dites, vous racontez à l'ange, hein, une bonne partie du dernier siècle s'est déroulée sous le signe des jumeaux sanglants, Hitler et Staline. Ennemis mortels, alliés entre eux par la faiblesse et la faute des démocraties libérales. Et là où c'est vraiment génial, le drame de mon époque, c'est qu'il fallait choisir entre eux. Ah oui. Je crois que c'est un résumé du XXe siècle qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tout le drame du XXe siècle, c'est que tous les gens se sont cru d'être obligés de choisir entre Hitler et Staline alors que c'était la même chose. Oui. Évidemment, il fallait choisir entre eux et évidemment, on s'est retrouvés dans le même camp que Staline et je crois qu'il fallait se retrouver dans le camp de Staline. On n'avait pas le choix. Il y a la peste et le choléra et il faut choisir entre eux et quelquefois, on ne peut pas être neutre. En tous les cas, c'est une faut pas être neutre, belle description, bien sûr. C'est une belle description du XXe siècle. Alors, vous parlez du pouvoir. Vous dire, je n'ai pas aimé le pouvoir car sa prétention me fait rire. Non, et pourtant, vous avez exercé le pouvoir. Je vais vous dire, que j'aime pas beaucoup recevoir des ordres, mais je n'aime pas beaucoup non plus en donner. Donc, il vaut mieux que je m'abstienne de ce genre d'activité. Et j'ai été
J'ai dirigé un journal, mais un journal c'est un peu particulier parce qu'on ne donne pas vraiment d'ordre. Oui. Journaliste, celui qui arrive à donner des ordres à un journaliste. Celui qui arrive à donner des ordres à un journaliste, il n'est pas né. Oui, c'est clair. Mais j'aime pas beaucoup les formes de pouvoir, c'est vrai. J'aime pas le subir et je n'aime pas beaucoup l'exercer. C'est pas un éloge, vous savez. Ouais. Il faut bien qu'il y ait des gens qui exercent le pouvoir. Je n'ai pas du tout de dédain pour les gens qui exercent le pouvoir. Simplement, moi, j'en suis pas friand, voilà. Alors, en fait, vous avez eu quand même du pouvoir aussi parce qu'il y avait une certaine culpabilité chez vous de ne pas avoir su garder le château de famille. Oui, bien sûr. Hein? Pourquoi est-ce qu'on écrit des livres? Parce qu'on a des chocs sentimentaux. Alors, ouais. Ou bien, pourquoi est-ce qu'on écrit des chansons? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre? Pourquoi est-ce qu'on fait du cinéma? Pourquoi est-ce qu'on peint? Parce qu'on a eu des chocs sentimentaux. On se justifie. Alors les chocs sentimentaux, on les connaît, mais il peut y en avoir de différentes espèces. Et perdre une maison parce qu'on n'est pas capable de la garder, c'est aussi un choc sentimental. Ouais. Tout de suite, c'est à vous qui parle. Non, mais nous, on n'existe plus. Hein, nous, on n'existe plus. Moi, j'écoute. Remarquez, elle est très jolie, Zazie, en même temps. Non, je vois bien que vous êtes un peu jaloux. Je vais m'adresser exclusivement à vous. Mais non, vous avez déclaré les premiers livres, on les écrit toujours pour plaire aux filles. Oui, oui Thierry. Mais... Oh non, dites oui Zazie, genre. Oui, non, c'est une remarque, je suis pas jaloux. Non, moi, je vais bouder. Je suis pas jaloux. Pierre Monterland qui a dit il y a l'amour, il y a les livres et il n'y a rien. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a l'amour, les livres et rien. Et voilà. Donc, pardon. Moi, je suis et dans l'amour, dans les livres, mais dans le rien, non. De ce côté-là, ça va. Zazie, vous le trouvez pas craquant, Jean d'Ormesson? Si, l'esprit est ce qu'il y a de plus séduisant, je trouve, chez quelqu'un. Alors d'ailleurs, je vais vous dire un truc quand même. Il a déclaré une de mes plus grandes passions a été pour une femme de 15 ans, mon aînée. Aujourd'hui, avec des femmes de 15 ans de plus, c'est un peu difficile. Mais 15 ans de moins, c'est tout à fait possible. C'est difficile. Ma mère rêve de vous rencontrer, vraiment. Ah bon, mais fallait la qui était une très jolie veuve, rêve de vous rencontrer. Ah, très bien. Très bien. Mais c'est vrai. Vous savez, le coup le plus classique qu'on me fait, c'est je vois arriver des jeunes filles ravissantes pour faire dédicacer un livre. Et la phrase classique était « Ma mère a tellement d'admiration pour vous voilà. ». Et puis ça a changé il y a quelque temps et c'est « Ma grand-mère a tellement d'admiration pour vous ». Et l'autre jour, j'étais chez Gallimard et je raconte cette histoire. Et à ce moment-là, il y a une stagiaire qui entre, ravissante, charmante. Et je vous assure qu'elle a dit « Je crois que vous êtes un ami de mon arrière-grand-mère ». Ça, c'est mort. Et c'était vrai, c'était vrai. D'ailleurs, vous avez déclaré, vous-même, vous êtes un beau lecteur, hein. Vous avez déclaré si j'avais été vous une aussi, vous faites beaucoup de citations. Hein. Ah ben moi, c'est les vôtres que je fais. Moi, quand je vous cite, attendez. Si j'avais été une femme, j'aurais aimé mener les hommes en bourrique. Vous auriez été terrible si vous aviez été une femme? J'aurais adoré ça, oui. J'aurais adoré ça. Avec ses yeux. Il le pense, en plus. Il le pense vraiment, oui, avec une Elle vous emmenait en bourrique ou pas? Je vais vous dire, je suis très favorable aux femmes, oui. Elle vous emmenait en bourrique, les femmes? Oui, comment? Qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas. Oui, comment? Oui, bien sûr. On ne croit pas quand on vous voit. On pense que vous avez été un bourreau des cœurs. Si vous saviez, si seulement je vous racontais. Ah bon? Racontez-nous. Faites un bouquin. Si seulement. Racontez-nous votre pire histoire d'amour, alors. Ma pire histoire d'amour? La pire, la plus triste. Eh ben, je vais vous la raconter tout de suite. Allez. Un jour, je suis invité avec Greta Garbo. On est trois à table, et moi j'admirais beaucoup Greta Garbo. Et puis, pris d'une espèce de folie, je me mets à chantonner « Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt ». C'est pas grave. Est-ce que ça dit quelque chose? Je suis des pieds à la tête. Oui, et c'est la chanson de l'Ange Bleu, n'est-ce pas? Ouais. Ça fait comment, la mélodie? Voilà, hein? C'est comment la mélodie? La mélodie. Ich bin... Ah, vous voulez me faire chanter. Vous voulez me faire Au chanter. sens premier du terme, genre. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Voilà. Et je chante ça à Greta Garbo, elle pipe pas mot. Et alors, vous savez, comme on insiste quand on fait des gaffes, et j'ai dit, j'ai tellement aimé l'Ange Bleu. Elle ne dit rien. J'ai dit, je vous ai tellement admiré dans l'Ange Bleu. Elle se retourne vers moi et me dit, je vois que vous me prenez pour Marlène Dietrich. C'est les Marlène Dietrich, alors. Mais attendez, c'est pas fini. Ah oui, ça m'étonne. 10 ans plus tard, Oui. je dîne à côté de Marlène Dietrich. Et on s'entend Il y a une vraiment, suite. vraiment, on s'entend bien. Ouais. On s'entend vraiment bien. Et elle me dit même, ce qui était assez rare, elle me dit, venez me voir, j'habite avenue Montaigne. Je crois qu'elle habitait vraiment C'est vrai, avenue Montaigne. tout à fait.
Et je lui dis, je vais vous raconter une histoire tordante. Je lui raconte cette histoire, elle m'a tourné le dos, elle ne m'a plus jamais parlé. Donc, pas de chance avec les Allemandes. Bon. Alors là, maintenant, on arrive à la... Je suis obligé de vous en parler, parce que je sais bien qu'on en a beaucoup parlé, mais enfin, quand même, je suis obligé de vous en parler. Vous êtes au courant? Vous m'inquiétez, je sais pas, vous m'inquiétez. Tant que ça tombe pas sur vous en même temps. Je sais pas, vous me regardez, alors. Bon. Et je regarde tous. Page 357. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit d'Ormesson, page 357? Alors, voilà. La bombe. Donc, Jean d'Ormesson prend un petit déjeuner avec François Mitterrand, le jour de la passation de pouvoir, ça doit être le 17 mai 95. Ils papotent tous les deux, comme ça, gentiment. Ils parlent de l'affaire Bousquet. Et Mitterrand lui dit cette phrase qui a fait, dont on parle depuis la sortie du livre. Malheureusement, on a parlé un peu trop de ça, c'est pour ça qu'avant, j'ai voulu quand même dire qu'il y avait autre chose dans le livre. Et Mitterrand dit à Jean d'Ormesson, donc vous constatez là, parlant de l'affaire Bousquet, l'influence puissante et nocive du lobby juif en France. Voilà. Alors après De Gaulle qui avait dit que les Juifs étaient un peuple sûr de lui et dominateur, vous vous souvenez de ça? Il y avait un dessin de Tim dans l'Express qui était extraordinaire, où il y avait un type qui était derrière des barbelés, dans un camp de concentration, ils avaient remis la phrase, c'était d'une violence, c'est Tim qui avait fait ça. Et là donc, François Mitterrand dit ça, on ne peut pas penser que vous auriez écrit ça si c'était pas vrai, parce que de toute façon... Je crois que personne ne pense plus que ce n'est pas vrai. Non. D'autant plus qu'il y a eu... Personne ne pense plus. D'autant plus qu'il l'a dit à plusieurs personnes. Voilà. D'autant plus la même chose. D'autant plus qu'il l'avait dit. Le procès qu'on m'a fait, on m'a dit qu'il ne fallait pas le répéter. Oui. Pas vous, pas comme ça, pas maintenant. Oui. Et alors évidemment, moi c'est mon droit le plus strict, surtout qu'il ne m'avait pas du tout demandé le secret. Alors je ne vois pas pourquoi. Jean, vous connaissant en même temps, je savais bien que vous alliez le répéter quand même. Mais vous savez, j'ai même cru de bonne foi qu'il me l'avait dit pour que je le répète. Je ne le crois plus maintenant. Je pense que quand on lui parlait de Bousquet, ça l'exaspérait et qu'il a laissé... Et il y avait de quoi. Et il a laissé échapper ça quand même. Alors, il y a eu un certain nombre de réactions. Il y a eu Roger Hanin qui a dit que vous étiez un crétin ridicule. Oui. Oh, c'est une opinion comme une autre. François Giroud, qui n'est pas très partagé non plus, mais bon. Oh. François Giroud qui a dit il n'a pu se retenir de faire dans sa culotte. Oui. Pas très sympa non plus. Jack Lang, plus violent. Il a dit on utilise parfois l'autre pour exprimer ses propres sentiments. Ah, c'est assez fort. C'est acerbe. Oui, oui. C'est acerbe. Mais il y a aussi Jean Daniel, le patron du Nouvel Obs, qui a dit, d'ailleurs François Mitterrand lui avait dit à Jean Daniel, vous me corrigez si je me trompe, tout se passe en somme comme si ce lobby dont on parle existait vraiment. Donc à partir du moment où Jean Daniel, qui ne peut pas soupçonner d'être de droite, hein. Jacques Attali, fourbe aussi, qui a dit, plusieurs interlocuteurs m'ont rapporté ce type de propos, cela explique mes distances avec Mitterrand. Alors qu'en fait, il a pris ses distances pour partir à la Berde. Vous savez, j'ai été d'une discrétion exquise. Oui, enfin, façon de parler, sauf page 357. Parce que avant d'employer cette formule, et je n'en parle pas dans le livre, Mitterrand avait passé en revue avec moi, comme spectateur muet, le personnel politique. Oui. Et alors, il avait été surtout sauvage avec les gens de son bord. Et moi, vous me connaissez, très courtois, très bien élevé, je lui disais, vous savez, ceux de mon côté, ils sont pas forts non plus. Oui, il me disait, ils sont des crétins, mais les miens. Et il recommençait à dire des choses terribles. Alors, si j'étais allé à la télévision ou à la radio, et si j'avais dit, voilà ce qu'il m'a dit de un tel, je ne le dirai jamais. Mais vous savez, Paris aurait sauté. Alors, vous voyez, j'ai été très, très modéré. Très modéré. Jean-Christophe Mitterrand, lui, effectivement, il a approuvé son père, hein, Jean-Christophe Mitterrand, vous êtes au courant de ça? Rappelez-la moi. Non, il a dit, quand Le Monde a titré Mitterrand et l'antisémitisme, il a dit, le monde fait partie de ces caisses de résonance de certains mondes, pourquoi pas d'un certain lobby juif. Donc le fils de Mitterrand lui avait dit, voilà. Oui, je me rappelle, oui. Enfin, vous, ce que vous dites, c'est que personne n'a mis en doute vos propos, de toute façon. Personne ne le met plus en doute. Et maintenant, j'accueille... Jean d'Ormesson, mesdames, messieurs. Jean d'Ormesson. Enfin, je dis Jean d'Ormesson. Je dis Jean d'Ormesson, c'est une connerie. Le comte Jean-Bruno Vladimir François de Paul Lefebvre d'Ormesson. Bravo. Génial, Jean d'Ormesson. Vous roulez toujours dans votre vieux coupé Mercedes? Oui. Lanvin fait toujours pour vous spécialement son eau de Lanvin?
Oui. Voilà, c'est tout Jean d'Ormesson. Eh oui. Je suis snob. Je suis snob. Jean d'Ormesson, j'adore Jean d'Ormesson, voilà. Je le dis franchement et tout de suite. Vous incarnez pour moi une espèce de Français en voie de disparition, malheureusement. Je crains d'être moi-même bientôt en voie de disparition. Non, 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 parlez pas de malheur. Non, 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 non. J'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès. C'est pas une belle phrase, ça? Les honneurs, je les méprise, mais je ne déteste pas forcément ce que je méprise. Voilà, ça c'est du Jean d'Ormesson. C'est un peu comme la phrase. Hein? Il y a une phrase, je sais pas de qui elle est, tout avoir pour pouvoir tout mépriser. C'est qui? C'est Barès ou Peggy ou un truc comme ça, non? Barès. Barès, oui. Alors vous publiez, vous savez comment on fait, hein? Vous publiez chez Robert Laffont un livre qui s'appelle « Voyez commandance, mesdames, messieurs ». Ah oui, ah bah c'est bien. À mon âge. Ah, c'est la version. Ah oui, c'est la je version chic, ça. Ah oui. La version noble. Bien, alors entrer dans la danse, ben, ça vient d'une chanson. Entrer dans la danse, voyez comment on danse, chanter, danser, embrasser qui vous voudrez. Hein? C'est cette espèce de gaieté déjà tout de suite dès le titre, espèce de fraîcheur. Alors vous refusez à une époque où tout le monde est dans l'accablement Welbeckien, hein, dans une époque où le bonheur est mal vu, vous refusez tout ça. Les jérémiades, vous refusez. Écoutez, je pense que si j'occupe une place peut-être à part, comme ça, c'est pas dû à mon talent, mais peut-être parce que j'essaye de donner un peu de bonheur aux gens qui me lisent. Voilà. Alors, on sait bien que la vie n'est pas gaie tous les jours. Je crois que, puisque vous avez la bonté de citer des phrases de moi, je crois que j'ai dit quelque part que la vie était une fête en larmes. Et ce livre-là aussi, c'est une fête en larmes. Quand on lit le bouquin, on sent que vous amusez beaucoup à dépeindre des personnages, à raconter des destins, imaginer des intrigues. On sent un vrai plaisir d'écriture. Et au centre du dispositif, votre obsession pour le temps, finalement. C'est un peu le personnage qui revient dans tous vos livres. D'abord, est-ce que c'est un plaisir d'écrire? Je dirais que c'est très difficile. Je dirais que c'est à la fois un bonheur et une souffrance. Mais vous dites qu'il y a des pages que j'ai recommencées 18 fois. Ah oui, absolument. Ah oui, vous êtes très bien renseigné. Oui, c'est vrai. Je crois que ce qui est le plus difficile, c'est de donner l'impression de facilité. Et alors, sur l'autre point, vous avez absolument raison. Je pense que le personnage principal du livre, c'est le temps. Oui, c'est le temps qui passe et qui m'a toujours un peu obsédé. Comme ça, je ne suis pas le seul. Vous savez, j'avais un prédécesseur qui s'appelait Proust, que ça occupait beaucoup aussi. Est-ce que c'est le temps qui passe ou nous qui passons? Peut-être que le temps est immobile et c'est nous qui passons. Oui. Non pas le temps, madame, mais nous en allons. D'ailleurs, vous avez changé de coiffure. Alors, que vous en pensez, Jean? Parlons de choses sérieuses, là. Comment? Hein, ça vous plaît aussi? Bah, très bien. C'est un vrai succès, ce truc-là. On sent moins la clim à la télé, quoi. T'as raison. Ça fait moins Jean-Pierre Foucault avec les cheveux qui volent. Alors, vous mêlez très bien la grande et la petite histoire, et vous essayez de créer un roman total, ce qui est une ambition tout à fait louable et très moderne en même temps. Vous savez, il y a un film que quelques-uns d'entre vous ont vu qui s'appelle La Comtesse aux pieds nus. Alors, au début, il y a Ava Gardner qui est dans sa tombe aussi, et puis il y a Humphrey Bogart qui est là, et il revoit tout ce qui s'est passé. Alors, le livre, en un mot, se passe en 3 heures dans un cimetière, et à propos de tous les gens qui passent, en même temps, on part en Chine, en Amérique du Sud, en Inde, et le siècle entier y passe. Donc ça commence par un enterrement, hein, on enterre Romain, qu'on pourrait résumer en disant qu'il vivait avec talent. C'est un ami du narrateur, hein, qui est le grand ordonnateur de ses funérailles, et une amitié finalement comme celle qui lie 2 personnes qui ont aimé la même femme, puisque tous les deux, le narrateur et celui qu'on enterre, ont aimé Marina. Il y a des belles séances à Patmos. Je vais vous dire, ce livre est aussi c'est aussi une histoire d'amour. Et alors, j'avais écrit jadis un livre qui s'appelait Le vent du soir, où il y avait 4 sœurs. Et là, il y a une mère et une fille. Et alors, autour de cette mère et de cette fille, bon, il y a des hommes qui tournent, comme ça se passe, ordinaire. Alors, la mère, c'est Meg Eftignon, qu'on appelle la reine Margot, donc, qui est une collectionneuse de maris, d'amants, et parmi ses amants, elle a eu Lucky Luciano, le chef de la mafia new-yorkaise. Et c'est lui qui a organisé en partie le débarquement américain en Sicile du fond de sa prison. Et c'est des aventures formidables. Et alors, Luciano a tué, naturellement, comme ça se passe, il a tué son prédécesseur. Mais son prédécesseur était italien aussi. Et pour le tuer,
on disait, ceux qui voulaient le tuer, Luciano se disait, c'est pas possible de prendre des gangsters italiens, parce qu'il connaît tous les gangsters italiens. Mais on a pensé aux gangsters juifs qu'il ne connaissait pas. Mais alors, il y a eu une autre difficulté, c'est que le meurtre avait été fixé un samedi, parce que le samedi, les gens étaient en week-end et la garde était moins sérieuse. Mais les gangsters juifs ont dit, le jour du sabbat, ça, rien à faire, on ne tue pas le jour du Shabbat. Alors on a dû changer la date et on l'a fait un mercredi. Voilà. Ça s'est bien passé d'ailleurs. La fille, c'est Marina, donc, qui a été aimée effectivement à la fois par le narrateur et par Romain, celui qu'on enterre. Il y a Béchir, donc un musulman qui fait la guerre dans la Wehrmacht. Oui. Et dont Hitler emprunte l'arme pour se suicider. Oui. Alors là, tout est vrai aussi. Hitler s'est vraiment suicidé avec un Walther 7,65, je crois. Ouais. Alors, vous dire que Béchir le lui a passé, bon, là, peut-être qu'il y a un tout petit coup de pouce. Alors, tout le XXe siècle, il passe, à travers des souvenirs croisés, des différents personnages. Vous m'avez dit, dans Tout le monde en parle, finalement, le XXe siècle a eu à choisir, vous vous souvenez de ça, entre deux tragédies, entre deux monstres, le nazisme et le stalinisme. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on s'en était débarrassé? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, on ne voit pas arriver encore un totalitarisme? C'est non pas, encore une fois, le fait d'être musulman, mais le fait d'être fondamentaliste et le fait d'être... Bien sûr, je pense que, vous savez, le 11 septembre, il y a quelque chose qui s'est terminé et quelque chose qui a commencé. Et nous ne savons pas exactement quoi, mais c'est vrai qu'il y a tout un pan de l'histoire qui est tombé en arrière. Je crois que ce qui s'est passé, on sait ce qui est terminé, on sait ce qui est terminé, mais c'est comme la déclaration de guerre de 14, c'est comme Pearl Harbor, c'est comme la chute du mur de Berlin, il y a un monde nouveau qui commence. Alors je voudrais dire tout de suite un mot là-dessus, c'est que je suis ardemment contre le terrorisme intégriste et je ne mélange pas l'islam et le terrorisme. Mais je suis heureux de vous l'entendre dire, c'est ce qu'on a dit en commençant. Déjà, je suis heureux de vous l'entendre dire parce qu'on l'a dit en commençant cette émission tout à l'heure avec Bafi et Jamel. Et la pire chose qu'on pourrait faire, c'est de jeter l'islam dans les bras du fondamentalisme. Il faut faire le contraire. Voilà. Il faut isoler les terroristes, et les terroristes peuvent venir de partout. Vous savez que... il y a eu un terroriste qui s'appelait Abache. Oui. Georges Abache, le FPLP. Chrétien. Oui. Abache était chrétien. Oui. Alors, il faut isoler les terroristes et tâcher de regagner tous ceux qui sont contre toutes les formes. Et il ne faudrait pas, on peut le dire à la télévision, il ne faudrait pas qu'en France, ça soit le début d'un racisme anti-arabe, parce qu'encore une fois, ça serait ce qui pourrait arriver de pire. Dieu nous en garde. Ouais. Je te jure, ce qui me fait le plus mal au cœur et qui m'a le plus, moi, touché, ce qui me fait le plus peur pour l'avenir, c'est l'amalgame qu'on risque de faire dans les rues. Je sais que l'enfer commence pour nous. Vraiment, j'ai ce sentiment-là. J'ai peur pour ma petite sœur, quoi. C'est pour ça que Jean d'Ormesson dit ça. Vous savez, c'est le défi de la démocratie. Ouais. La démocratie ne peut pas employer elle-même les méthodes qu'elle condamne. Oui, absolument. N'est-ce pas? Ouais. Et donc, il faut que la démocratie soit à la fois forte et respectueuse des autres. Alors, vous êtes académicien français? Oui. Alors, évidemment, je vais vous faire une interview Proust Express. C'est ce que tout le monde croyait que c'était l'interview de Bernard Pivot, mais en fait, c'est le questionnaire de Proust. Simplement, je vais vous demander, et c'est très important, de répondre en faisant des fautes de français, comme vous êtes académicien français. En faisant des fautes de français. Oh, bah ça, rien n'est plus facile. Alors, par exemple, si je vous dis, vous vous faites couper les cheveux tous les combien, vous me répondez, je vais au coiffeur une fois par mois, d'accord? D'accord. Je vais au coiffeur une fois le mois. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, vous êtes prêts? Toujours prêt. Bien, alors, quel est pour vous le comble de la... Bien sûr. Quel est pour vous le comble de la misère? Le comble de la misère. Oui. Alors, c'est les fautes, c'est les fautes. C'est les fautes. C'est les fautes pour lui qui est dur. Je cause si bien. Ouais. Je cause si bien. Ouais. Vous les soufflez si vous voulez. Aidez-moi, mais je suis sûr que vous parlez très très bien. Alors le comble de la misère, oui. C'est... Ça serait que... Allez-y. Ça, c'est... Ça serait que... Et puis là, vous avez c'est ça, un boulevard. Voilà, d'accord. Il va vous aider, Jamel. Voilà, c'est sympa. Merci beaucoup. C'est sympa, merci. Jamel. Je vois bien qu'il fait un effort considérable. Oui.
Alors, le comble de la misère. Le comble de la misère, c'est de... Ça serait que... oui... Allez-y, ça serait que... Baiser sa mère. Non, mais oui, mais vous n'avez pas commencé par... Ça serait que baiser sa mère. Là, oui, là, ouais. Jean d'Ormesson, votre idéal de bonheur terrestre? Vous pouvez reprendre, ça serait... Démarrer un roman. Démarrer un roman. La faute pour laquelle vous avez le plus d'indulgence? Les gens qui causent pas bien. Votre qualité préférée chez l'homme? De pas... Aide-le, Jamel. C'est quand ils sont tés. Écoutez, je crois que le mieux, ce serait de l'inviter à l'académie. Il nous rendrait un Je service pense qu'il devrait énorme. rentrer à l'académie, ça sera un exemple, bien sûr. Voilà. Alors, il ne faut pas s'habiller en rouge. Non. Voilà. Votre qualité préférée chez la femme? Le misogynisme, par exemple. Le misogynisme. Par exemple. La qualité préférée chez la femme, c'est qu'elle me plaise bien. C'est dur pour vous de faire des fautes, hein? Oui, c'est dur de faire des fautes. Votre principal défaut, facile ça. C'est de causer tellement bien. Ce que vous détestez par-dessus tout. La musique qu'ils font dans la rue. Le don de la nature que vous aimeriez avoir. Le don de la nature que j'aimerais avoir. La rapidité, par exemple. Faudrait que j'y pense un peu plus. Excusez-moi, c'est tellement facile. Mais non, c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'aimerais être comme vous à mon âge. Jean d'Ormesson de l'Académie française, mesdames, messieurs. Voyez comment danse chez Robert Laffont. Et maintenant... Avec le temps va, tout s'en va. Voici Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Je n'en voulais pas si vous embrassez pas sur la bouche. Non. Jean est désolé, il peut pas m'embrasser sur la bouche parce qu'il est académicien. Donc. Enfin, je peux vous remplacer si vous voulez. Vous avez vu bah oui. Jean, vous avez vu, hein? Oui. Alors, j'ai reçu un mail après votre dernier passage dans l'émission, un mail de Arnaud Salomon, qui a 25 ans et qui habite à Lille, et qui dit « Juste pour dire qu'en voyant Jean d'Ormesson, ça donne vraiment envie de devenir académicien. » Je trouve ça charmant. Donc voilà. Alors, vous publiez un livre que vous vouliez appeler Adieu, donc voilà. Hein. En fait, vous avez hésité entre Adieu, les carottes sont cuites ou l'affaire est dans le sac. C'est bien les carottes sont cuites, non? Ouais. Ou Et voilà le travail. Et voilà le travail, c'est pas mal. Et finalement, donc ça s'appelle C'était bien, et c'est chez Gallimard, mesdames, messieurs. Voilà, c'était bien. Alors, c'est pas un roman, c'est pas des mémoires, c'est pas un essai, c'est quoi? C'est un truc. Ah, c'est un truc. C'est un machin. Ah, vous auriez dû le marquer, ça, à la place. Oui, truc. c'est vrai, c'est un truc. C'est un machin, truc. On ne sait pas ce que c'est. Non, c'est pas des mémoires. Non, bah non. C'est pas un essai, parce qu'on me dit de quoi parlez-vous. J'avais très peur que vous me disiez de quoi parlez-vous. Sinon, c'est très compliqué. C'est une espèce d'état des lieux. Ouais. Voilà, oui, on peut dire ça. On peut dire ça, oui. Comment ça va? Voilà. Comment ça va? Alors, pendant que j'explique comment ça va, j'explique aussi au lecteur comment lui va. Voilà. À peu près, voilà. Alors, le pitch, finalement, c'est que votre vie... Le pitch, le fameux pitch. Et il faudrait le fameux pitch. À l'académie, ce mot. Hein. Je compte sur vous pour que le mot pitch rentre dans le dictionnaire de la langue française. Non, alors, je ne l'ai pas encore fait entrer à l'académie, mais je l'ai fait entrer chez Gallimard. Et je leur ai dit, je vais vous expliquer le pitch. Le pitch. Et personne chez Gallimard ne savait ce que voulait dire le pitch. Alors j'ai dit, mais comment? Vous n'écoutez pas Ardisson? Oui, enfin.
Et alors, et à l'attention de ceux qui font les études, je leur ai même dit, par exemple, quel est le pitch de Phèdre? Eh bien, le pitch de Phèdre, c'est une dame est amoureuse de son beau-fils. Malheureusement, le beau-fils est victime d'un accident de la circulation. Voilà le pitch de Phèdre. C'est quoi le pitch de la recherche? Le pitch de la recherche, c'est un petit garçon attend le baiser de sa mère le soir dans la nuit, et comme elle ne vient pas suffisamment à son gré, il va dans les balles pour se consoler. Voilà le pitch de la recherche. Alors, le pitch de votre bouquin, disons, c'est ma vie, bilan globalement très positif. Est-ce que je peux apporter une toute petite, un bémol? Ce qui est positif, ce n'est pas ma vie, c'est la vie. Oui. C'est la vie. Ma vie, elle aurait pu être mieux. Je serais Hemingway, je serais Gide, je serais Aragon, je serais extrêmement satisfait. N'étant pas Aragon, n'étant pas Chateaubriand, n'étant pas Gide, je suis un peu mélancolique. Mais ce qui est bien, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. En tous les cas, regardez, vous... ça donne l'occasion d'être avec vous, là, avec vous. C'est bien, elle est venue de non? Suède spécialement. Oui. Je pourrais dire c'est bien. C'était bien. Ouais. Hein. C'était bien. Alors, en tous les cas, vous n'avez jamais eu besoin de psy, vous, hein? Non. Non. Vous avez survécu à la psychanalyse, au nouveau roman, vous avez survécu à Jean-Paul Sartre. C'est pas mal quand même, non? Pas mal. Ah bah oui. Il y en a qui ont laissé des plumes. Oui. Alors, il y a une autre façon de pitcher votre livre, Jean, c'est il y a deux grandes interrogations dans la vie. L'une au début, c'est que faire, et l'autre, c'est à la fin, qu'ai-je fait? C'est une façon de le raconter aussi. Alors, écoutez, je vois qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont 20 ans. Et si je vous dois quelque chose, Thierry, et je vous dois beaucoup, c'est que probablement vous m'avez fourni des lecteurs plus jeunes que ceux que j'avais. Quand j'écrivais Au plaisir de Dieu, j'avais sûrement des lecteurs que j'aime beaucoup, mais qui étaient sûrement beaucoup plus âgés. Et peut-être que les gens qui me lisent maintenant sont un peu plus jeunes, grâce en partie à vous. Eh bien... C'est ma soirée. C'est vrai. C'est vrai que je suis très content. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, ce qu'il faut dire, sans faire de fausse modestie, c'est vrai que cette émission est beaucoup regardée par les jeunes et qu'elle vend des livres, c'est vrai. Oui. Et alors, quand j'avais 20 ans, vous savez, eh bien, je trouvais ça très dur. Vraiment, je trouvais ça très dur. Et pourtant, j'avais des avantages énormes. À 20 ans, j'étais fonctionnaire. J'étais entré à l'école normale, j'étais payé, ma carrière était engagée. Bon. En plus, quand j'avais 20 ans, je crois que le taux de chômage était de 0,4%. C'est-à-dire que ce qu'on voulait faire, on le trouvait. Vous vouliez un métier, vous le trouviez. Eh bien, malgré ça, j'ai trouvé ça très dur d'avoir 20 ans. Il y avait une phrase célèbre de Nizan, que vous connaissez, je ne permettrai à personne de dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Eh bien, c'était vrai de mon temps. Alors, je vous jure que je ne cherche pas à faire de la démagogie, mais je trouve que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ont vraiment beaucoup de courage, parce qu'ils sont très gais, ils me semblent, très confiants, et moi je trouve ça épatant. Voilà. Alors, votre précédent livre, Jean, s'appelait « Voyez comme on danse ». Et ça commençait déjà autour du cercueil d'un ami. Hein. C'est déjà un peu vous qu'on enterrait d'une certaine façon. Vous savez, c'est vrai. Et vous savez, quelquefois on me dit « Alors qu'est-ce que tu penses de ton livre ?» Et je dis « Je ne sais pas, je n'ai encore vu personne. » Et c'est les gens qui lisent les livres qui m'apprennent. Et qui, tout à coup, c'est vrai, ce livre-ci tourne quand même beaucoup autour de l'annonce d'un départ. Bah oui, bon, l'annonce de ma mort est prématurée. Oui. Mais enfin, bon... Excusez-moi, je suis sûr que vous faites ça pour qu'on vous y reste avec nous. Non, retenez-moi. C'est Volpone, c'est Volpone. Enfin. Le livre précédent, c'était déjà un enterrement. Et je ne sais pas, peut-être que quelques-uns d'entre vous se souviennent d'un livre qui s'appelait La douane de mer. Et je mourais à la première page. Alors évidemment, c'est un problème qui m'a un peu... C'est pour conjurer le sort, je suis sûr, moi. Je sais pas, c'est peut-être aussi une certaine... vous savez, j'apparais beaucoup comme une espèce de champion un peu benet du bonheur. Le crétin qui trouve que tout va bien. Il y a aussi sûrement une grande mélancolie dans mes livres, depuis le début d'ailleurs. Mais une mélancolie assez gaie. Je dis à tous les gens qui sont ici, profitez de Jean d'Ormesson, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Alors,
Moi, j'en profite au maximum. Si je pouvais l'avoir 5 fois par an, il serait là 5 fois par an. Oui, d'abord, merci Thierry. Je voudrais ajouter que profitez de moi parce que vous n'en avez plus pour si longtemps. Et ensuite, Thierry, je voulais vous demander, est-ce que je pourrais avoir ici un rond de serviette? Oui. Mes pantoufles. Mais attendez. Parce que quand j'arrive, là, évidemment, j'ai l'impression de venir chez moi. Mais écoutez, alors dans 15 jours, tant que vous voulez. Si vous voulez remplacer Baffy, vous pouvez. Voilà. Bien, alors le contenu du bouquin. Alors, il y a cette phrase, vous dites la vie, c'est les livres, les femmes et les bains de mer. Et Gaston Gallimard lui disait les bains de Marne, les femmes et les livres. Oui. Alors, c'est quand même pas la même chose. C'était une réponse épatante. C'était une réponse épatante. Les bains de mer, bon, vous voyez ce que c'est. Ça veut dire, c'est pas seulement les bains de mer. C'est, bon, les courses en voiture, l'Italie, les îles grecques, les voyages, Mademoiselle. La Suède, oui. Enfin voilà. Les Suédoises, ça, Mademoiselle est un bain de mer, Suède, elle est toute seule, non? Voilà. Bon. Et puis, les femmes, alors ça c'est bien parce qu'on m'a souvent dit à la télévision, pas de tunnel. Eh bien, pas de tunnel sur les femmes, on n'en parle pas. Pour le moment. Fini, on n'en parle pas. Alors, et les livres, alors on peut en parler. Vous parlez évidemment des thèmes qui sont des thèmes ormésoniens, comme on dira bientôt, le privilège de la naissance, le sens de l'histoire, vous parlez du Big Bang, voilà, enfin, c'est très très riche. C'est des thèmes souvent abordés, mais cette fois, c'est vrai qu'il y a une petite mélancolie, il y a quelque chose d'un petit peu comme ça, quoi. Le thème de la... Une fêlure dans le cristal, là. Le thème de la naissance, j'ai pensé qu'au fond... Bon, j'ai été élevé où? Est-ce que j'ai été élevé? J'ai été élevé dans un château. Ben oui. Eh bien, c'est mon trotskisme à moi. Il y a des gens qui ont un passé trotskiste. Bon, bah, très très bien, on ne va pas les emmerder avec ça éternellement. Eh bien, moi non plus, on ne va pas m'emmerder parce que j'ai été élevé dans un château. Ben, tout à fait. Du trotskisme, il en reste quelque chose. Du château, il en reste quelque chose aussi. Mais on essaye d'oublier tout ça. Voilà. Alors, le bilan que vous faites finalement de la vie, d'une certaine façon, Jean, c'est qu'on en sait guère plus en partant qu'en arrivant, quoi. Hein? Non? Oui. Alors, si c'était à refaire, votre vie? Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Ah ouais? Non, franchement. J'ai trouvé ça épatant. J'ai vraiment beaucoup aimé la vie. Et si un bon génie ou un mauvais génie me disait, voilà, tu peux recommencer, je ne crois pas que je recommencerais. Ah, évidemment, si vous me regardez comme ça... Évidemment. Attendez, je vais réfléchir encore. Je suis très content, merci. Bon compliment. Donc la messe est dite, quoi. Ça aurait été un titre possible aussi, la messe est dite. La messe est dite. La messe est dite. Alors, qu'est-ce que vous changeriez si votre vie était à refaire? Imaginons que vous acceptiez de la refaire, vous changeriez quoi? Vous feriez les mêmes folies, les mêmes erreurs? Oh oui, sûrement. Ouais. Je tâcherais peut-être de rencontrer un peu plus tôt. De toute façon, vous allez survivre à votre mort parce que vous allez rester dans la postérité, non? La postérité? Oui. Vous y croyez pas, la Alors, postérité? vous savez, j'y crois plus beaucoup. Ah bon? Je pense que la postérité, n'est-ce pas, c'est une idée de l'avenir. Oui. Eh bien, je crois que cette idée de l'avenir appartient au passé. Vous savez pourquoi? Non. Un peu à cause de vous, un peu à cause de la télévision. La télévision est une formidable machine à éclairer. Ouais. Mais la télévision est aussi une machine à oublier. Quand on ne passe plus à la télévision, les autres passent et tout ça fait que on est balayé. Et c'est très difficile, je crois, de se dire qu'on restera dans la postérité avec toute cette masse d'informations, d'images, d'événements qui roulent sur le monde. C'était facile au temps de Flaubert ou de Chateaubriand. On fera des émissions hommages sur Arte. Moi, je vous ferai des émissions hommages, je vous promets. Vous aurez peut-être du mal, on dira qui c'est ce gars-là. Enfin là, vous êtes très fort, c'est que vous arrivez à faire ce bouquin-là, sans parler de vous, en fait. Oui, alors vous savez, Vous êtes très malin. Il y a une différence avec les hommes politiques, c'est qu'eux disent toujours « nous sommes transparents ». Oui. Moi, je ne suis pas transparent. Ah, pas du tout? Non, pas du tout. Mais à une époque où votre ami Jean-Marie Rouard raconte ses coucheries à Montparnasse, c'est terrible d'ailleurs. Oui, hein? alors... Ça vous a pas donné un petit peu l'idée, vous, d'aller un petit peu plus loin dans les confidences? Alors, Rouard dit tout, moi je ne dis pas grand-chose. Non, mais d'ailleurs, quand on relit les articles qui ont été écrits sur vous, on s'aperçoit que vous êtes toujours méfié terriblement des journalistes parce que vous laissez rien paraître. Vous devez vous méfier des biographes parce qu'une fois que vous serez plus là, les mecs ils vont fouiller dans vos papiers pour essayer de savoir. Eh bien, cette idée me fait horreur.
Ah oui. L'idée qu'il puisse y avoir une biographie de moi et qu'on cherche dans ma vie, ça m'épouvante, vous savez. Ouais. J'aimerais mieux qu'on ne s'occupe pas trop de moi après. Même si vous détruisez toutes les lettres, par exemple de femmes, c'est une supposition, que vous avez reçues, vous pouvez pas demander à ces femmes à qui vous en avez écrit de les détruire. On brûle tout, on brûle tout, on brûle tout. Mais elles... Vous faites un hommage sur Arte et c'est tout. Rien d'autre. D'accord. Alors, je sais pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais par exemple, c'est que je suis très curieux, Jean. Est-ce que, par exemple, c'est rien, est-ce que vous avez déjà fait l'amour en costume d'académicien, par exemple? Non, non, jamais. Franchement, même j'aurais pu, par exemple, le faire sans habit d'académicien, mais un bicorne sur la tête. Non. Non. Est-ce que vous avez déjà pratiqué des jeux érotiques avec l'épée? Jean, Non, mais là, vous savez, vous me donnez des idées. Vous me donnez des idées. L'épée peut être d'un bon secours. Enfin, vous nous expliquez sans arrêt que vous êtes au bout du chemin, Jean. Nous, on ne veut pas le croire, bien entendu. On pense que ce livre n'est destiné qu'à vous faire aimer encore plus, si c'est possible. Et puis qu'il y aura après, il y en aura encore plein d'autres. C'était bien, c'était vraiment bien, c'était vraiment super bien. Mais quand même, pour conjurer le sort, on va passer à votre oraison funèbre. Épatant. Voici Dieu de... Allahu Akbar. Jeannot nous a quittés. Jeannot le réac, hein, Jeannot la trombine, comme on l'appelait, étouffé dans son sommeil par un glaire bactéreux. C'est une sommité, mais c'est aussi un père, un grand-père et même un arrière-grand-père, hein, que nous pleurons ce soir. Francis? Adieu Jeannot, étouffé par ton glaire. À présent, je vais demander à Gilbert, hein, le frère de Jeannot, hein, de venir nous parler de cet ami, de ses frères. Donc, Gilbert, je vais te demander de venir. Hein, Gilbert qui est un peu vieux, lui aussi. Alors, je me mets où aussi, monsieur le curé? Je me mets là? D'accord. Alors, dans le micro, là, je parle comme on fait. Hein? Alors, un, deux. Allez, on y va. Alors mon Jeannot, je n'ai jamais su te dire que je t'aime. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te... Qui arriverait pas. J'ai envie de te le dire. Oui, Jeannot, je t'aime. Tu vois, tu aurais dû mourir plus tôt pour me l'entendre dire. Non, mais à 80 ans, bon, 80 piges, là, t'as le cœur, t'as pété comme un... Ouais. En même temps, avec tout ce que tu t'étais foutu dans la gueule tout au long de ta vie, c'est pas très étonnant non plus. C'était quand même la moindre des choses. Enfin, alors donc je termine. Donc, Seigneur Jésus, Marie, pour mes lunettes, ma Georgette, là, prends soin de lui, hein, et surtout garde-le près de toi, hein, pas de blague. N'en veux plus, pas de résurrection. Hein. Merci Gilbert, merci. Là où il est, Jeannot a entendu les messages d'amour que tu lui envoies. Amour, hein, amour. Hein, quand tu t'empares de nos cœurs comme ça, tu nous causes bien des emmerdements. Voilà, c'est une petite oraison funèbre que j'ai fait pour Jeannot, hein, Jean d'Ormesson, voilà, petit exercice. Alors, est-ce que je peux? Merci Dieudonné, merci beaucoup. Là, vous aurez tout eu ce soir. J'ai été tellement ému. Non, Jean, faut pas le prendre comme ça. J'ai été tellement ému par tout ce que vous avez dit. Ben, je le sais, Jean. Ça m'a fait tellement bien. Oui, je le sais, Jean. Vous savez, je l'ai bien connu. Je voudrais rajouter un mot, j'ai bien connu Jeannot. Oui. Et c'était une créature merveilleuse. Bonjour, enchanté. Bien. Ça va comme ça. Ah oui.
Jean d'Ormesson. Oui. As-tu utilisé ta notoriété pour séduire? Je crois que je me suis servi des femmes pour être connu. Et ensuite, je me suis servi de ce que j'étais connu pour avoir des femmes. Ah. Jean d'Ormesson, as-tu consommé des substances aphrodisiaques? Hélas, pas suffisamment. Jean d'Ormesson, as-tu péché en accomplissant l'acte d'amour sans volonté de procréer? Oh. Est-ce qu'il faut dire la vérité? Bah, au jugement dernier, oui. D'accord, on a compris. Jean d'Ormesson, as-tu péché à la mouche? À la bouche? Jean d'Ormesson, as-tu eu envie d'une jeune cousine? C'est carrément dégueulasse. Ah oui? Secret défense. Ah. Jean d'Ormesson, as-tu plu durant ton existence à la communauté homosexuelle? Grâce à Dieu, oui. Comment? Je me rappelle que... Vas-y, raconte, on est entre nous. C'est entre nous. Non, je ne voudrais pas ruiner d'un coup tout le capital de sympathie que je me suis attiré, mais je ne suis pas homosexuel. Oui. Mais évidemment, j'ai beaucoup plu à des homosexuels qui ont été des amis très chers à moi, que j'ai beaucoup aimés. Et quelquefois, j'ai été obligé de courir un peu dans la salle de bain ou autour de la cuisine. Ça s'est arrêté là. Jean d'Ormesson, as-tu regardé TF1 le samedi soir? Il m'est même arrivé de regarder Thalassa. Il m'est arrivé de tout regarder. Jean d'Ormesson, as-tu déjà eu envie de te suicider? Je me suis toujours arrêté sur cette pente parce que je pense que le suicide raté est une chose très ridicule. Jean d'Ormesson, as-tu déjà cru que Dieu n'existait pas? Pire, quelquefois je me suis allé jusqu'à croire qu'il existait. Jean d'Ormesson, as-tu commis le péché de mensonge en répondant à ces questions? Oui, bien sûr, je ne cesse de mentir. J'en appelle à l'assistance. L'enfer ou le paradis? Parfait. Et maintenant... J'accueille Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, mesdames, messieurs, bonsoir. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Non mais Jean d'Ormesson, mais je l'adore, j'ai tous ses disques, mais vraiment, c'est un homme que j'aime. Nous aussi, Voilà. on l'aime, bien sûr. Ça va, Jean? Ça va bien, Je suis merci. heureux de vous voir dans cette forme éblouissante. Hein. J'ose même pas dire votre âge. On peut dire votre âge, non? Oh si. 108, j'ai moi. J'ai peur d'être le grand-père de tout le monde ici. Ouais, vous êtes génial. 80 ans. Oh, d'accord. C'est tout réfléchi. C'est tout réfléchi. Alors, mais qu'est-ce que je fais, Catherine, enfin? Vous dites du bien de moi. Catherine Barma me demande que vous changiez de place, voilà, que vous preniez la place d'Isabelle Mergo. Je dois vous dire qu'on m'a dit de m'asseoir entre Pierre et Isabelle. Ça va être dur
sûr de prendre ma place. Ah. Enfin, Et donc, tentez. Tant pis, je vais embrasser Pierre. Bien. Jean, vous avez passé un bon été? Très bon. Est-ce qu'on supporte... déjà, vous avez passé un été. Oui. Oui, Est-ce que... Je souhaite savoir si je vais passer l'hiver. Jean, est-ce qu'on supporte mieux la canicule quand on est immortel? Ah oui, ça, le froid et le chaud, ça m'est complètement égal. Là, il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Ça va. Alors voilà, Jean, vous êtes de retour parmi nous et j'en suis ravi parce que chaque fois que vous faites un livre, vous dites c'est le dernier, puis vous finissez toujours par revenir quand même. Pourquoi? Oui, c'est honteux. Parce non, que c'est pas honteux. Vous m'aviez dites, reçu écrire, c'est pour un livre difficile. qui était un peu un testament, un bilan. Et puis je fais comme la Castafiore, je fais mes adieux et puis je reviens. Vous dites écrire, c'est difficile, ne pas écrire, c'est impossible. Voilà, exactement. Donc vous revenez toujours. Écrire est difficile, ne pas écrire est impossible. Belle formule. N'est-ce pas, Laurent? Très belle formule. Et bravo. vous revenez, on est ravis. Alors cette fois, vous publiez chez Robert Laffont un livre qui s'appelle Une fête en larmes. Très beau livre. C'est ce qu'on appelle un oxymore, Laurent. Et voilà, c'est la rhétorique. La force tranquille, tu vois. La fête Deux en antinomie. larmes, voilà. Une nuit très claire. Voilà. Un amour haineux. Une gaule molle. Un oxymore. Demi-molle, il est parti. Un demi-oxymore, c'est un mort. Alors le pitch du bouquin... Ah, je vais le faire, le pitch. C'est un écrivain qui reçoit une jeune journaliste qui vient l'interviewer. Elle a 20 ans, elle sait rien. C'est un peu bécassine, il faut dire les choses. Et lui, évidemment, il sait tout. Il sait tout, puisque c'est vous. Alors ce rendez-vous qui devait durer 1 heure ou 2 va durer pas moins de 9 heures. Pause déjeuner comprise. Et le vieil écrivain qu'elle vient interviewer va lui raconter sa vie, c'est-à-dire votre vie romancée, votre vie rêvée, dans l'esprit de ce que Aragon appelait le mentir vrai. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si c'est énervant. C'est un peu pour brouiller les pistes. Ah oui, vous êtes fort. Il faut brouiller les pistes. Vous êtes fort. Hein. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Moi-même, je ne sais plus très bien. Je raconte ma vie, mais je l'invente naturellement en même temps. Alors, il se trouve que l'écrivain en question, vous, a connu la grand-mère de la jeune fille. Alors là, c'est parti. Vous parlez de votre enfance, de votre famille, du château. Et il y a des choses extraordinaires quand vous... Pourtant, vous en avez parlé de ce château. Hein. Oui, j'en ai parlé beaucoup. Au plaisir de Dieu, ça a commencé avec ça. Mais bon. Alors, vous dites, nous étions réactionnaires. La vie était comme elle était dans les siècles passés. L'avenir nous intéressait peu. C'était une vie de lenteur, plus tournée finalement, effectivement, vers le passé que vers l'avenir. On essayait surtout que rien ne change. Ouais. Voilà, et moi ce que j'ai aimé, c'est que les choses changent. Ouais, c'est vrai. Alors, vous dites une chose, c'est qu'à l'époque, vous dites on était chrétiens, on était intimement persuadés que tous les hommes étaient frères, mais de là à croire qu'ils étaient égaux, c'était quand même autre chose, quoi. Hein? Oui, c'est ça. Il y avait un ordre des choses, quoi. Oui, c'est ça. Il y avait un ordre des choses et nous étions au sommet. Voilà. Alors, vous racontez vos amours, une Léa et une Marie. Léa, je vais en Amérique, je suis professeur en Amérique, et je tombe sur une jeune juive qui sort du ghetto de Varsovie. Et alors Léa a vécu là-dedans, a échappé à la Shoah et est arrivée en Amérique à la suite d'aventures extraordinaires, et je tombe amoureux d'elle. Et malheureusement, je rencontre une autre jeune femme. Marie. Et je découvre peu à peu que Marie, son frère, était non seulement collabo, non seulement vichiste, mais a servi dans l'armée allemande sous l'uniforme allemand et a été fusillé à la Libération. Alors bon, vous voyez, à travers ma vie inventée... Vous racontez le XXe siècle à travers deux amours. Siècle, qui est un siècle épouvantable, qui est un siècle épouvantable. C'est fini. Sinistre. J'ai calculé qu'il devait y avoir, dans le livre, je dis, il devait y avoir entre 100 et 200 millions de morts par violence. Ouais. Eh bien, je crois qu'il y en a plutôt 300 millions. Avec la Shoah, les camps de concentration, les goulags, la Chine, le Soudan, le Pol Pot, oui, absolument. C'est le siècle des idéologies, Jean. C'est le siècle de l'idéologie. Bien sûr. Alors, vous racontez vos voyages, vous racontez vos premiers livres, au plaisir de Dieu Avec une modestie exquise. Bah toujours, oui. Voilà. Vous dites d'ailleurs, effectivement, vous n'avez pas de succès. Un jour, vous écrivez même un bouquin qui s'appelle « Au revoir et merci ». Ouais. Et puis, vous savez ce que c'est on retombe, et j'ai
fait un bouquin sur un empire imaginaire dont j'étudiais. C'était une espèce de canular universitaire qui était... La gloire de l'Empire, La gloire de l'Empire. magnifique. Et ça faisait 800 pages. Je l'ai apporté chez Grasset, qui a été épouvanté, qui n'a pas voulu le publier. Je l'ai apporté chez Gallimard et il a fait 500 000 exemplaires. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà. Alors votre bouquin, vous dites que c'est un roman, mais quand votre intervieweuse, page 235, vous demande ce que vous êtes en train d'écrire, vous dites une espèce de machin. Oui, c'est un truc, oui. Ouais. Parce que il est vrai que quand je commence le livre, je suis dans la conversation avec l'intervieweuse, mais dans la réalité, je me disais, je ne vais plus écrire de livre. Ouais. Et puis au fur et à mesure que je parle avec elle, eh ben, mon livre est en train de se faire. Et quand la conversation est finie, eh ben, le livre est fini aussi. Alors, vous parlez de l'interview dans ce livre, vous dites que pour vous, l'interview est un supplice parce que vous refusez de parler de votre vie privée. Vous dites, je parle souvent de moi-même, mais jamais de ma vie privée. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on ne sait pas, en fait. Moi, je le sais parce que je vous connais un peu. Vous savez parce que vous savez tout, mais j'en parle très peu. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé Michel Vaujour, les silences de Michel Vaujour. Ouais. J'ai trouvé ça épatant. Alors, vous parlez de l'amour, Jean, très bien, de mieux en mieux. Moi, je trouve que vous êtes vraiment à chaque fois, alors là, pour le coup, c'est pas la même chose. Je cours encore après les femmes, mais je ne sais plus très bien pourquoi. Vous dites l'amour, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour rendre la vie supportable. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. De quoi est-ce qu'on s'occupe d'autre, hein? Mais me regardez pas comme ça, enfin. De quoi est-ce qu'on s'occupe? Il est très séduisant, Jean. Ah, mais il est adorable. Oui, je comprends très bien. Oui. Il a du blé en plus. Mais ça, non, mais ça, je m'en fous. Ouais. Il a surtout des yeux bleus, quoi. Vous dites là, vous avez des phrases formidables. Vous dites au sujet de la vieillesse, vieillir, c'est le seul moyen de ne pas être mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui. C'est ce que j'ai fait. Alors, vous parlez de la mort, vous dites la vie n'est belle que parce que nous mourrons. Oui, c'est sûr. Ce serait insupportable de ne pas mourir. Oui, il a dit des conneries aussi de temps en temps. Et pourtant, il est immortel. C'est pour ça que vous l'aimez, bien sûr. Mais bien sûr que c'est pour ça que je l'aime. Il y a qu'un truc dans votre bouquin, moi, qui m'a fait rire, parce que vraiment, j'adore ce bouquin, mais quand vous dites, tu sais, il fait une auto-interview. Donc, il dit à la jeune fille qui l'interviewe, qui vient d'un magazine comme ça, et il lui dit je vous ennuie avec toutes mes histoires et tout. Oh non, monsieur Dormesson, oh non, vous m'ennuyez pas, vous êtes tellement intéressant. Ça s'appelle ça s'appelle Fishing for Compliment. Ouais, c'est un peu. Non, mais c'est lui qui fait les questions et les réponses. T'as fait ça? Ah, je suis déçu. Alors voilà, alors il y a deux types de réactions par rapport au bouquin, hein, vous avez vu. Il y a ceux qui disent il y en a marre, on n'en peut plus. Genre Bec BD dans Voici, qui dit « Oh, c'est la énième compile de Dormesson ». C'est vrai. C'est un peu comme Dave, c'est-à-dire que... Oui, c'est frappant. La Vanina, il ne le dit pas, mais la Vanina de Dormesson, c'est Chateaubriand, quoi. C'est-à-dire qu'il n'en peut plus. Il y a Télérama aussi, qui dit Jean Dormesson ressasse ses poncifs sur Venise, sur la chute du mur de Berlin. C'est une paresseuse dissertation de causeur mondain. Donc ça, c'est... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est fait, c'est réglé. Et puis, n'en parlons plus. N'en parlons plus, évidemment. Et puis, il y a Pif Gadget qui l'a fait un très bon papier. Non, il n'y a pas Pif Gadget. Il y a Hésine dans l'Obs, il y a Antoven dans Le Point, il y a Nourricier. Alors là, vous trouvez patent, délicieux. Les gens ne se lassent pas de vous, finalement. Qu'est-ce qui vous rend tellement sympathique? C'est vos yeux? C'est quoi? Ouais, il est complètement séduisant. Il est... Faut jamais que je sorte sans vous. Il est intelligent, il a l'œil qui frise, il est ravissant. Cet homme est ravissant totalement, je l'adore. Je l'adore, voilà. Tu veux te marier avec lui? Ah, moi, demain, il me demande en mariage, eh ben, je réfléchis. Vous seriez témoin? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez Bien sûr, j'étais témoin de Jéhovah, je peux bien faire ça. Jean, vous êtes une star de l'Académie. Donc on va vous faire une interview Star Académie française. Alors, on va comparer un petit peu la Starac et l'Académie, hein, la Star Académie et l'Académie française. Est-ce qu'il y a de la meuf à l'Académie? Évidemment. Il y a de la meuf. Pas beaucoup, hein. C'est même moi qui l'a fait entrer. C'est Yourcenar? Hein? Yourcenar? Oui, bien sûr. Ouais. Vous vous rappelez bien. C'est moi qui ai fait entrer la première femme à l'Académie. Ouais. Et vous vous rappelez qu'il y avait toute la presse, pas seulement parisienne, mais française et mondiale. Et à la fin, on m'a demandé, alors qu'est-ce qui a changé à l'Académie? Et j'ai répondu, maintenant il y aura 2 toilettes,
Sur l'une, il y aura écrit « Messieurs » et sur l'autre, « Marguerite Yourcenar ». Et depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu Romilly, effectivement. Madame de Romilly, qui est une merveille. Ouais. Il y a Florence Delay, il y a notre secrétaire perpétuel. Il y a de la meuf. Hélène, il y a de la meuf. Là, tu vois... Et pas que des tons. La Starac et l'Académie française, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des couples qui se sont formés à l'Académie française? Bien sûr. Il y en a formés, des faits, reformés. C'est vrai, non, sérieux. Bien sûr. Ne me demandez pas les détails. Est-ce qu'à l'Académie française, comme à la Starac, vous pouvez perdre votre place à tout moment? Ah non, impossible. Ah non, impossible. pour toujours? Impossible. Ouais. Ça, on ne peut pas, justement. Il y a des embrouilles. Ah non, ils ne peuvent pas être virés. C'est à vie, c'est à vie. Il y a des embrouilles entre académiciens? Des embrouilles? Mais oui, souvent, ils se détestent. Ah ouais? D'abord, ils sont tous habillés pareil. Ouais. Oui. On ne les reconnaît pas, quelquefois. Est-ce que ça parle beaucoup dans le dos des autres, comme à la Starac? Oui. Ouais. Ça change moins. Vous avez une salle de sport? Bah non. Non. Une salle CSA? Non, non. On pourrait. Est-ce qu'il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus? Oui. Ah bah oui, tout le monde. Ouais. Tout le monde veut y aller? Tout le monde veut y aller. C'est qui le prochain? Nous sommes 40. Ah oui. Il n'y a pas de prochain. Il n'y a pas de prochain. Il n'y a pas de prochain. Il faut qu'il y en ait un qui meurt. Il faut attendre qu'il y en ait un Ce qu'on ne souhaite pas. Mais il en mourra sûrement très vite. Il en meurt 3,7 On le souhaite. Est-ce que vous avez un prof de diction à l'Académie française? Moi, je peux vous donner des cours de diction, si vous voulez. J'adorerais. Est-ce que vous pouvez vous exclure les uns les autres en votant? Non. Non. Ah non, on peut exclure les candidats. Oui, mais une fois qu'on y est, c'est fini. Oui, une fois qu'on y est, alors, est-ce que c'est comme à la Starac, il y a toujours un noir, un con, un belge, une bimbo, une douée, un nul, pour que le monde entier puisse se reconnaître? Non. Alors, un co, sûrement. Un belge, il y en a, oui, aussi. Ouais. Une bimbo? Ah oui, enfin, il y a un peu de tout, oui. Une douée, oui. Oui. Un nul? Est-ce que c'est comme à la Starac, tout le monde vous oublie au bout de 2 ans à l'Académie française? Non? Ah non, non. Pas du tout? Non, ça non. Ça dure longtemps? Puisqu'on est immortel, ça va. Immortel? On est tranquille. Je viens par croire que vous êtes vraiment immortel, vous. Non, mais vous savez, la définition, c'était on est immortel pour la durée de notre vie et après, on se change au fauteuil. Jean d'Ormesson, une fête en larmes. C'est publié chez Robert Laffont, mesdames, messieurs.